Cube Radio. Roxane Luce a été assassinée en 1981. Son fils, Stéphane, avait 13 ans. 40 ans plus tard, personne n'a encore été arrêté pour le meurtre. Après avoir écarté des suspects comme le père de Stéphane, Thomas Luce, puis un ancien amant de Roxane, Dominique Tanguay, qui se faisait aussi étrangement appeler Maurice Chantal, il reste un seul nom, Steven. Selon les dernières informations que Stéphane a reçues, l'homme de 71 ans serait toujours vivant, et ce, plus de 40 ans après le meurtre de Roxane. Il habiterait même encore à Montréal. Mais à cette étape-ci, il est impossible à retrouver. Elle m'a amené jusqu'à la station Guy. Après ça, elle était à sa station. Puis elle m'a dit « Passe une semaine, Steph, je t'aime. » Je suis parti. C'est la dernière fois que j'ai joué à la ça. C'était prémédité. Je pense que la personne voulait vraiment qu'elle meure. Elle l'a défigurée, elle a coupé des fils de téléphone. C'est sûr que si ce podcast-là ne réussit pas à faire avancer l'enquête, si on n'arrive pas à aider, on passe un petit peu à côté du but. Et c'est un peu pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour aider. Et je le fais avec les moyens que j'ai, évidemment. Mais sans indice, est-ce que c'est encore possible de faire condamner quelqu'un? Épisode 2. Une enquête bâclée. Le 2 avril 1981, les enquêteurs ramènent au laboratoire une empreinte qui est trouvée sur le bâton utilisé pour le meurtre. Ils ramènent aussi un cheveu qui se trouvait à l'intérieur du sac qui entourait le bâton. Et en plus de ça, ils ramènent les bandelettes qui attachaient le sac autour de l'arme. En 1997, quand Stéphane décide de s'impliquer davantage dans le dossier, il rencontre les enquêteurs pour leur poser des questions. Quand j'ai demandé les rapports d'analyse, ils m'ont juste envoyé les rapports d'analyse du bâton. OK. Mais j'ai dit, le rapport d'analyse du sac est où? Puis des bandelettes, je veux dire, des pellicules de cheveux, un autre poil, l'environnement du tueur. Si c'est un menuisier, il va y avoir du bois. Si c'est un gars qui travaille le métal, il va y avoir du métal. Tu sais, non, on n'a pas ça. Ben là, comment ça? Ben, on sait pas. On sait pas. Quelque chose qui marche pas, là. J'essaie de dire à la police de faire d'enquêter puis d'envoyer les cheveux en analyse puis de s'assurer que les empreintes sont vraiment envoyées dans le système Miracom puis à Interpol pour qu'il y ait un match quelque part à un moment donné. Puis là, je lui demande c'est-tu fait? Puis qu'on me dit ben ça doit. C'est pas ça doit, je vais entendre dire oui ou non, tu sais. Mais je comprends pas. Si les policiers ont une empreinte, j'imagine qu'ils l'ont fait comparer, non? C'est dans cette rencontre-là que les enquêteurs montrent à Stéphane le cahier d'entrée et de sortie des preuves à conviction. Stéphane, en observant les dates une par une, il se rend compte que le bâton qui a servi à tuer sa mère est sorti de la salle des exhibits durant une période de 5 ans. 5 ans. De 1981 à 1986, l'arme du crime est disparue des exhibits de la police. Personne sait où elle est allée. C'était noté qu'il était sorti, mais pas d'initiale. C'est ça que je leur ai dit, même d'ailleurs. C'est drôle, on voit les entrées-sorties, mais on voit pas qu'est-ce qu'il prend et où est-ce que ça va. Le pire, c'est que Stéphane finit par apprendre que l'empreinte a été comparée, mais qu'elle a été perdue et que le cheveu a été détruit. La lamelle sur laquelle il était archivé a été jetée pendant un ménage en 1983, 2 ans seulement après le meurtre. Au laboratoire de police scientifique, il y a 3 tiroirs remplis de lamelles qui ont été jetées.
le cheveu lié à l'enquête de Roxane en faisait partie. Pourtant, au poste, on dit à Stéphane que le bâton avec l'empreinte a été envoyé à Laval-Perron, du service judiciaire de la SQ. Laval-Perron, c'est lui qui a créé la base de données Miracode, qui permet de lier les empreintes aux criminels qui ont déjà un dossier. En 2008, j'ai réussi à le retrouver. Et puis, il me disait, moi, si j'ai eu l'empreinte, c'est dans ma chaîne. C'est dans le système. Fait que j'ai demandé à SQ de chercher. Police de Longueuil, puis ils sont pas capables de le trouver. En fait, c'est en 2013 que Stéphane a eu une conversation avec Laval-Perron. Écoutez, M. Perron, étant donné que vous avez prélevé l'empreinte dans ce dossier-là, ma question, ce serait, est-ce que vous avez encore des copies de toutes les empreintes que vous avez prélevées dans votre carrière? Ah non, les empreintes, on les garde tout le temps. Comme moi, là, si c'est moi qui ai prélevé les empreintes, ils sont dans nos filières. Et comme, disons, un exemple, votre mère, elle était assassinée, mais ces empreintes existent certains, parce que ça, on ne jette jamais ça. Longueuil, ils vous ont dit qu'ils n'avaient plus les empreintes? Exactement. Ils ont perdu. Perdu les empreintes? Ils ont perdu les empreintes, puis ils ont détruit le cheveu qui était sur l'arme du crime. Ah ben là, c'est une histoire assez difficile à comprendre, là. Parce que là, elle va être détruite, c'est pas une chose qui se fait, ça. Quand tu prélèves une empreinte ou n'importe quoi, c'est une chose que tu gardes pour jusqu'à temps que tu puisses l'identifier. Mais comme là, comme vous dites, ils ont perdu ça. Je comprends pas ça. Il faut que j'avoue que moi non plus, je comprends pas ça. Le bâton est revenu, mais l'empreinte, elle, est introuvable. Selon Laval-Perron, qui a passé toute sa carrière à travailler au service d'identité judiciaire, faut le dire, c'est presque impossible. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. À l'époque, Stéphane est convaincu qu'il est le seul au Québec dont les preuves du meurtre de sa mère sont disparues. Évidemment, il s'agit de l'interprétation d'un jeune orphelin. On peut quand même comprendre sa frustration. Tu sais, 2 ans après le meurtre de ta mère, on détruit les preuves principales en faisant le ménage. Tu sais, il faut le faire, là. Ce que ça a amené, le fait que les familles peuvent se parler ensemble, c'est qu'ils réalisent qu'il y a bien des choses qui sont produites, qui sont similaires. Tu sais, quand moi, je me suis rendu compte de ça, que c'était disparu, je pensais d'être tout seul au Québec, qu'il y avait une mère qui avait été assassinée, dont les preuves étaient disparues, détruites. Puis là, tu rencontres quelqu'un d'autre, puis toi aussi. C'est les enquêteurs qui disposent des pièces à conviction et c'est eux qui ont le pouvoir de les envoyer pour les faire analyser.
Mais dans ce cas-ci, il y a eu un seul rapport d'analyse, celui du bâton. Est-ce qu'on peut parler de négligence? Ou bien, est-ce qu'on parle plutôt d'erreur humaine? Ça peut arriver à tout le monde. Par contre, on parle pas ici d'oublier ses clés dans son char. C'est quand même difficile de se mettre dans la peau des enquêteurs. Tu sais, ils doivent jongler avec toutes les informations, puis chercher celles qui manquent ou ce qui leur échappe. En plus, il faut qu'ils répondent aux questions des familles. Tu sais, des petits Stéphane qui cherchent à comprendre, il y en a plus qu'un. En 1981, on parle de 186 meurtres qui sont commis au Québec. Ça fait 186 enquêtes, des milliers de pièces à conviction, des dizaines de potentiels suspects. C'est un retour à la case départ. Il reste plus rien. Il n'y a plus aucun indice, aucune piste potentielle qui pourrait nous ramener vers le tueur. C'est l'impasse. Ma mère commençait plus tôt. C'était à 8 heures le matin. Elle aurait terminé à 4 heures. Elle aurait pris l'autobus, le métro et l'autobus pour ensuite s'en aller chez nous, se changer. On va dire qu'il est 5 heures, 5h30. Ils sont partis vers 5h30, 6 heures. Ils sont allés faire des exercices aux Galeries Cousineau. Ça s'est terminé vers 8 heures environ. Là, ils sont revenus ensemble en voiture. Ils sont allés chez une amie qui était à 2-3 rues de chez ma mère, en auto. Là, ils ont resté là jusqu'à 11h15, à peu près. Puis après ça, ma tante est partie à pied parce qu'elle restait juste une rue plus loin. Ma mère était 3 rues plus loin, donc elle a pris l'auto et elle s'est allée chez nous pour arriver vers 11h20. Quelque chose comme ça, là, avant 11h30 du moins. Ce qui s'est passé ce soir-là, Stéphane en a une bonne idée. Avant de découvrir le corps de sa sœur, le frère de Roxane est entré par la porte d'en avant qui était entrouverte. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Selon la police, c'est parce que Roxane aurait ouvert à son assassin. C'est une théorie qui supporte le fait qu'elle le connaissait. Mais selon Stéphane, c'est impossible que sa mère ait ouvert à qui que ce soit. Elle venait de se séparer de son dernier chum, il était tard, puis elle travaillait le lendemain. Elle n'aurait pas ouvert la porte à 23h30. Surtout qu'elle a été retrouvée dans son lit. Ça veut dire que la bagarre a eu lieu que dans son lit. Elle aurait accepté que la personne à qui elle a ouvert se rende avec elle dans la chambre. Elle n'aurait jamais vu le bâton qui tenait dans ses mains. Roxane n'a pas été battue avec le premier objet trouvé sur le bord. Elle a été battue avec un bâton qu'on a pris la peine d'enrouler dans un sac à ordures puis de fixer avec du ruban électrique. C'est pas le genre d'affaire qui se cache facilement. En plus, les lunettes de Roxane ont été retrouvées sur sa table de chevet dans sa chambre. Elle portait du -11. Elle voyait très mal. Si elle s'était levée pour ouvrir la porte à quelqu'un, me semble qu'elle aurait mis ses lunettes. Fait que c'est quoi qui s'est passé? Faut dire que c'était quand même assez ciblé. Tu sais, c'était voulu, c'était pas impulsif. Fait que si c'est quelqu'un qui a une maladie mentale, il percera pas les fenêtres une couple de jours avant, il coupera pas les fils de téléphone avant. Il faut qu'il les voie de toute façon. OK, là, faut que tu saches où ce qu'ils sont, ces fils-là. Fait que ça, si tu fais ce job de jour-là, tu vois très bien, puis t'as des haies partout, une piscine qui te cache, t'as pas de voisins. Tu sais, je veux dire, c'est facile, plus facile du moins, là, dans le contexte. Pour Stéphane, le meurtre est clairement prémédité. Quand il parle de fenêtres percées,
c'est que dans la chambre de Stéphane, les enquêteurs remarquent que quelqu'un avait percé des trous dans le cadre de la fenêtre. Ils ont demandé à Stéphane si les trous étaient là avant le meurtre. L'adolescent confirme que non. Il se souvient même de la poussière d'aluminium, probablement causée par une mèche qui était encore présente sur le cadrage. Michel, l'oncle de Stéphane, qui est malheureusement mort aujourd'hui, a vu la même chose que son neveu, puis a corroboré l'information. Les enquêteurs remarquent aussi que la fenêtre dans la chambre de Roxane est à l'envers. On l'a tournée de bord. Les poignées, qui devaient être à l'intérieur, sont dehors. Finalement, de son côté, Stéphane confirme que les bâtons de sécurité que sa mère mettait dans les fenêtres ont disparu. Avec toutes ces informations-là, Stéphane en déduit que le meurtrier est passé dans la journée, au moment où tous les locataires de l'immeuble étaient partis travailler. Il aurait tout arrangé pour pouvoir entrer facilement dans l'appartement du demi-sous-sol pour attendre sa victime, bâton en main. Il serait ressorti par l'avant parce que la porte arrière était brisée. Dans sa course, il aurait mal refermé la porte avant de se diriger vers la cour arrière où il aurait déposé l'arme du crime sur une dalle de béton. C'est l'endroit où elle a été retrouvée. Puis, le tueur aurait emprunté le petit sentier qui mène au dépanneur et à l'arrêt d'autobus. Laisser l'arme du crime sur place sans essayer de la détruire, c'est quand même bizarre. Est-ce que le meurtrier savait qu'il se mettait à risque? Il laissait derrière lui tout un tas d'indices. Du sang, des empreintes et des cheveux. Je me demande aussi pourquoi avoir choisi un bâton de vadrouille. Pas une barre de métal, pas un pied de biche, un bâton en bois. Quand je pose la question aux policiers, avez-vous déjà eu d'autres types de meurtres avec ce genre d'armes-là ou de façon d'entrer dans les appartements que vous avez pas dans le dossier, mais que moi je dis, là? Non. Steve, lui, c'était un maniaque de canif. Il avait toujours un canif. OK. S'il y avait des patates épluchées, là, on parle de patates à Noël, on épluchait des patates, là, c'était pas beaucoup de patates qu'il voulait, c'est son canif à lui. Puis il m'a donné un canif quand on allait en camping, c'était un gars de canif. Puis j'ai posé la question à la police l'année passée à savoir les fils de téléphone quand ils ont été coupés, là. Ont-ils été coupés au canif ou aux pinces? Là, ils m'ont répondu aux pinces. Oh! Si le principal suspect était un passionné de canif, pourquoi il aurait choisi des pinces pour couper un fil de téléphone? Et c'est le genre d'information qui fait douter Stéphane. La thèse devient tellement fragile qu'on n'a rien de concret que n'importe quel petit détail fait remettre en question toutes nos théories. Stéphane a aussi demandé aux enquêteurs si la personne qui avait coupé le fil était gauchère ou droitière. Parce que Steven était gaucher. Mais encore là, aucune analyse a été faite sur le fil. Depuis que je m'intéresse à cette histoire-là, je me demande si, 40 ans plus tard, les enquêteurs de l'époque y pensent encore. Je me demande s'ils se rappellent la mort de Roxane. Je me demande s'ils regrettent certaines affaires. S'il y avait tous les moyens à l'époque pour travailler comme du monde. J'aimerais ça le savoir. Puis en même temps, je crois que j'aurais peur de découvrir qu'ils n'ont jamais repensé à ça. Que pour eux, c'était juste un autre cold case. On a pu rencontrer un ancien policier de la Sûreté du Québec pour lui demander de réagir à l'histoire de Roxane Luce. Sébastien Rouleau est arrivé en studio en n'ayant aucun détail de l'événement.
Il réagit donc à ce qu'on lui raconte à chaud, des années après les faits. Bon, ben en fait, mon nom est Sébastien Rouleau. J'ai été à la Sûreté du Québec de 2002 à 2018 comme patrouilleur, enquêteur aussi, à notre façon, parce qu'on devait enquêter aussi nos projets, contrairement à les sûretés municipales où eux, souvent, ils ont une équipe le patrouilleur n'enquête pas, tout est remis aux enquêtes, tandis qu'à la Sûreté du Québec, on a une partie où on fait notre propre enquête. Puis fin de ma carrière, j'étais chef d'équipe. J'avais 10 à 12 policiers à ma charge à chaque chiffre de travail, en fait, jour, soir, nuit, sur la patrouille, en fait. Là. Comme les doutes se concentrent sur un suspect en particulier, Steven, on a voulu savoir comment pouvait se sentir un enquêteur quand il est certain de connaître le coupable, mais qui est incapable de le prouver. On écoute l'opinion de Sébastien sur le sujet. J'ai peut-être une autre façon de voir que la majorité des policiers. En fait, je vais te dire comment moi je vois ça. En début de carrière, c'est vraiment fâchant. En début de carrière, t'es en crise. Je le dis comme ça, tu vas vouloir faire n'importe quoi, puis à la limite, tu vas aller sur ton temps de police, en rentrant à l'ouvrage, essayer de trouver autre chose, de rencontrer des gens, de faire des pieds et des mains pour arriver à l'arrestation de ta personne, que tu penses. Puis à un certain moment dans ta carrière de policier, je sais pas à cette époque-là comment c'était, mais dans les années où on est présentement, avec le temps, à un moment donné, tu t'en fous un peu plus. Tu t'en sacres un peu plus parce que t'en as vu d'autres. Il t'en est arrivé souvent des histoires de « je le sais que c'est lui, je le sais que c'est elle ». Il y a des histoires de « j'ai tellement travaillé fort pour un ou une pour que finalement le dossier tombe parce que la plainte était retirée ». Parce qu'avec le temps, par expérience, j'aimerais tellement ça pas dire ça, là, mais avec le temps, par expérience, on dirait que ça devient du matériel de travail, puis tu finis par t'en crisser de pas le pogner. Juste par des obtentions de mandat qu'un juge va te refuser par une faute de droit qui a été commise. Je veux dire, tu peux remettre un meurtrier dans la rue si t'es pas capable d'expliquer la façon que tu as lu ses droits le soir de l'arrestation. Fait que ça devient, à un moment donné, tu deviens tellement lié par des petits détails de loi qui t'empêchent de travailler. Surtout aujourd'hui, je pense qu'à cette époque-là, début des années 80, il y avait une plus grande possibilité, je vais appeler ça de même, de faire de la police. Aujourd'hui, on est en 2022, faire de la police, c'est compliqué. On se souvient aussi qu'au moment où les policiers se sont rendus compte que Roxane était toujours vivante, il y a beaucoup d'intervenants qui ont été appelés sur les lieux. Est-ce que c'était normal qu'à l'époque, la scène d'agression soit pas protégée? En 1982, 81, 82, dans ces années-là, moi, je suis certain que c'est un réflexe de protéger une scène de crime. Parce que la police existe depuis longtemps et longtemps et longtemps. Puis si on fait des recherches, des techniques d'enquête existaient déjà à cette époque-là, étaient mis en application. Puis c'était pas le premier. Si on considère que c'est un meurtre, avec l'information que j'ai présentement, c'était pas le premier. C'était pas le premier cas de violence dans des loyers, dans des maisons, peu importe. Je suis certain que les techniques d'enquête en 1981 étaient déjà assez de qualité pour dire qu'on a une scène de crime, on protège la scène de crime. Mais selon Stéphane, la scène a été protégée seulement au 3e jour après la découverte de Roxane. Puis,
on a abordé la question qui me dérange le plus, celle des indices. Tu me dis qu'en fait, dans les salles d'exhibit, il n'y a plus rien, le manche de ci, de ça. Clairement, la réaction de Sébastien est aussi vive que l'a été celle de Laval-Perron. Non, il reste plus rien des indices. Je sais, là, je le sais que des fois, on fait des ménages de salles d'exhibit, de salles de pièces à conviction, mais dans des cas non résolus, je ne comprends pas comment on pourrait se débarrasser d'éléments de preuve qu'on a en notre possession. Pour moi, ça fait pas de sens. Ben pour moi non plus. Puis évidemment que pour Stéphane non plus. Mais je pense qu'il y a encore un espoir de trouver un suspect, tu sais, de procéder à l'arrestation de quelqu'un dans ça, par aveu. Parce que par preuve, il en manque. On n'a pas de témoins. Tout ce qu'on a, c'était 3 pièces à conviction. Il en manque 2. Celle qui reste, elle est partie 5 ans de temps, puis elle est revenue 5 ans plus tard, puis on sait pas ce qui est passé. Ça fait que la chaîne de possession est solidement brisée. Est-ce que aussi sur les formulaires, il était assez bien décrit ce manche-là pour qu'on puisse dire que oui, il a disparu 5 ans, mais c'est vraiment le même manche? Parce que déjà là, on sait même pas si c'est le bon qui est revenu. Pour tout le monde, la solution semble la même. J'aimerais probablement parler à ce policier-là, là, ou à des policiers de ce cause-là. Je pourrais certainement leur poser des questions. Parce que là, ce que vous dites, ça a l'air drôle un peu, parce que non, pourquoi qu'ils ont pris des empreintes, là, ça se fait pas pratiquement. Je pense que si on ressort cette enquête-là, il faut aller voir les policiers qui étaient là à la base, les enquêteurs, peu importe qui était là. Parce qu'on a pu, tu sais, je veux dire, la scène, c'est mort. Tu sais, la scène de crime, on n'a plus rien. La victime elle est décédée. Des témoins à l'époque, selon ce qu'on a, c'est qu'il n'y en avait pas. Fait que tout le monde s'entend que de parler aux policiers de l'époque, ça serait une bonne prochaine étape. Mais est-ce que c'est encore possible de leur parler? Ben non. Non, pas que je peux parler. C'est en fait, quand c'est arrivé, il y avait 2 enquêteurs sur le dossier. On appelait un Daniel, on va appeler l'autre Michel, là. Puis ces 2 enquêteurs-là, je les ai rencontrés. Ben en fait, on va dire Daniel n'était plus là à la fin. Là. Je dealais juste avec Michel. Puis quand j'étais rencontré Daniel il y a 3 ans pour dire s'asseoir, puis bon, qu'est-ce qui se passe, puis quel est ton feeling sur le dossier, si tu te rencontres dans la police, qu'est-ce que tu ferais, puis tu sais, c'était plus ce genre de conversation-là que je voulais avoir, moi. Mais lui, sa conversation, c'était plus, elle est pas bâclée, là. Okay, ouais. T'as pas d'affaire à écrire qu'elle est bâclée, là. Pendant qu'on était assis ensemble, puis que je parlais de l'attitude de son collègue du temps, elle dit, attends un peu, moi l'appeler. Fait qu'il l'a appelé devant moi. Puis il dit, hey, tu sais avec qui je suis assis? Non. Luce, Stéphane Luce. Ah oui, Stéphane Luce. Ah rien, les gars Roxane, là, merde, Saint-Thomas. Ouais, tu t'en souviens pas, de quoi? Donc, on a un des 2 enquêteurs qui mentionne que l'enquête n'a pas été bâclée, mais l'autre dit ne pas se souvenir du dossier. Encore une fois, je suis pas enquêtrice, mais il me semble que dans une carrière, tu dois pas avoir 1 million de cas non résolus. On a demandé à Sébastien pour voir ce qu'il en pensait.
À mon avis, en tant qu'enquêteur qui a enquêté sur des meurtres, j'ai l'impression que tu peux pas oublier. Tu peux oublier en partie des histoires sur lesquelles tu as enquêté, mais pour moi, c'est à peu près impossible d'avoir oublié 100% une histoire de meurtre sur laquelle tu as travaillé. Donc, 40 ans plus tard, on se retrouve avec une situation qui est presque impossible. Ça prendrait un aveu. Faudrait que quelqu'un dise c'est moi qui l'ai fait, puis je me sens mal de l'avoir fait. Puis, mais sinon, tu restes silencieux le restant de ta vie, puis tout va rester comme c'est là. Aussi, ça me surprendrait beaucoup qu'on réouvre cette enquête-là en collaboration avec les policiers de l'époque, parce que premièrement, ils sont plus en fonction, et au dire de Stéphane, ils veulent plus avoir affaire avec ce dossier-là. Comme je dirais, le gars, là, il a misère à comprendre ça. Je vous comprends donc, monsieur. Mais vous pouvez imaginer un peu comment est-ce que je dois me sentir par rapport à cette situation-là. Parce que pour moi, c'est une injustice qui est assez incommensurable. Là. Sauf que je peux pas faire grand-chose en tant que simple citoyen, là. Avec toutes les informations qu'on a et tout ce qui a été perdu ou détruit, l'idéal, ça serait de retrouver Steven pour espérer une confession. Ou encore de retrouver Michel V, l'enquêteur qui s'occupait de l'affaire. J'ai vraiment l'impression que toutes les personnes impliquées dans cette affaire-là veulent pas qu'on leur parle. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphane Luce pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.